Bonjour à tous. Bonjour. Euh, Visiblement, tout le monde est là. Le, le rapporteur est là, présent. Joannès, bien sûr, est là depuis tout à l'heure. Et, et donc, Elie Noguez, peut-être que l'acteur principal qui me manque là, je ne sais pas s'il est là, mais il peut me faire un signe. Est-ce que Elie Noguez peut me faire un petit signe? Il est bien parmi nous. Parce que ça, il est là. OK. Alors, nous avons euh, écouté ce que nous dit Élie concernant le sujet qu'il avait à traiter. Le sujet porte sur l'usage de l'intelligence artificielle générative par les étudiants universitaires de Jacmel. Vaste programme. Et il, il va mettre en avant le rapport au savoir et enjeux du développement social. C'est ça qu'il va nous traiter et qu'il va nous exposer, qu'il a eu à traiter et qu'il va nous exposer. Élie, tu as la parole et je t'accorde 10 minutes pour nous donner tous les résultats et autre chose au sujet de ton mémoire. Tu as la parole pour 10 minutes. Je t'ai pris de vitesse, on dirait. Je tiens, je tiens à saluer l'ensemble des membres du jury, ma famille, mes camarades ainsi que l'assistance ici présente. Je suis C. Noguez, étudiant en 4e année de licence de sociologie à l'Institut universitaire des sciences. Je me tiens devant vous pour présenter le fruit de mon travail de recherche après 4 années passées au sein de l'université. Avant d'entamer directement la présentation du corpus de mon travail, je me permets de vous présenter le sujet qui fait l'objet de ce travail, ainsi formulé, l'usage de l'intelligence artificielle générative par les étudiants universitaires de Jacmel, rapport au savoir et enjeux du développement social, réalisé sous la direction de M. Louis Joalens Lafortune. Pour comprendre la genèse de ce sujet, revenons d'abord au contexte. Le savoir est socialement construit et les modes d'accès évoluent avec les techniques. Depuis fin 2022, l'intelligence artificielle générative, comme des outils comme ChatGPT, sont devenus des compagnons quotidiens du travail universitaire. Elle ne se contente plus de donner accès à l'information, elle participe directement à la production du savoir. Or, on ne sait pas comment les étudiants expérimentent cette transformation. En particulier, on ne sait rien sur le sens qu'ils donnent à apprendre avec l'IA. Des recherches effectuées sont surtout réalisées dans le contexte nord et sont surtout quantitatives, portées sur l'intégration de l'IA dans les pratiques étudiantes. En Haïti, particulièrement à Jacmel, un terrain révélateur des observations est monté par une adoption rapide de cette technologie, mais aucune étude empirique n'est publiée sur ces usages, ce qui crée un vide documentaire, ce qui crée un caractère exploratoire et pionnier dans mon travail. Ce vide documentaire nous conduit directement à la problématique. Quand une machine livre instantanément des textes, l'étudiant apprend-il encore? M'hésitant à formuler la question de recherche telle qu'elle. Comment les étudiants universitaires de Jacmel articulent leur usage de l'intelligence artificielle générative et leur rapport au savoir. Le tout autour d'une tension, l'allié qui soutient la mobilisation intellectuelle et le substitut qui dispense l'activité même d'apprendre. De là découlent mes hypothèses. Mon hypothèse générale reprend cette tension allié-substitut. De précision, l'usage n'est pas uniforme. Un étudiant oscille entre les deux. Et c'est le rapport
au savoir qui oriente l'usage. Une relation modulée par le capital culturel et les conditions d'accès. L'objectif général découle directement de la question de recherche. Comprendre cette articulation entre l'usage de l'IA et le rapport au savoir. Il se décline en 5 objectifs spécifiques. Décrire les usages, identifier les sens attribués, l'attention, l'appropriation critique et de la délégation cognitive, examiner la différenciation sociale, tirer les implications en termes de capacité et de développement en Haïti. Le cadre théorique. Cette recherche se base sur le cadre théorique de la sociologie des usages avec Jouet, Brooks, De Certeau, permettant de décrire l'IA comme pratique sociale avec les appropriations, la double médiation, le détournement, etc. pour voir la pratique. Pour le cadre, sur le cadre du rapport au savoir avec Bernard Chalot, pour voir le sens. Apprendre, c'est une activité du sujet, à distinguer l'information comme produit disponible. Et le capital culturel de Bourdieu éclaire les inégalités d'appropriation et la théorie des capacités, l'approche des capacités d'Amartya Sen permet de penser la liberté réelle de l'apprendre. Ce cadre s'incarne dans une méthode qualitative et compréhensive. Il s'agit de saisir le sens des acteurs, donnent à leur pratique et non de mesurer les fréquences. Le corpus prend 12 entretiens semi-directifs et 2 focus group traités par analyse thématique selon Paye et Munchli avec une grille d'entretien de 6 axes, un protocole éthique et une réflexivité assumée sur ma position chercheur pair. Venons aux résultats. Les premiers résultats de l'IA générative est profondément et durablement intégré au quotidien académique. C'est un usage au sens fort de la sociologie des usages, pas une simple utilisation ponctuelle. Les étudiants décrivent une véritable trajectoire d'appropriation partant du copier-coller vers un étudiant architecte. Le pivot de cette maîtrise est le prompting, mais nous le verrons, il est inégalement distribué. Comment cet usage affecte-t-il le rapport au savoir? Il ne se recompose seulement en trois dimensions, le rapport au savoir dans le sens de Bernard Chalot, épistémique, identitaire et social. Vérifier ou accepter, épistémique, les étudiants vérifient ou acceptent aveuglément, comprendre ou seulement obtenir. Identitaire, la faculté se déplace vers une maîtrise du prompting plutôt que l'effort brut. Social, un usage marqué par un fort tabou institutionnel dans une zone grise partagée mais tue. Donc, ce qui donne une nouvelle relation à l'apprendre. Cette relation se cristallise dans un piège. La tension entre l'allié, le substitut, est largement corroborée. Côté allié, l'IA aide à comprendre, structurer, vérifier. Les étudiants contrôlent les hallucinations par les sources externes, signent un rapport épistémique actif et se présentent comme un pilote intelligent de l'outil. Côté substitut, la pratique limite consiste à faire résumer un livre de 300 pages sans le lire. L'épreuve de l'apprendre est évacuée et une dépendance cognitive s'installe. Certains se disent perdus sans l'outil. Point essentiel. Ces deux figures ne se séparent pas de deux types d'étudiants, mais deux pôles entre lesquels un même étudiant aussi, ou je pourrais dire balance. Les étudiants
distinguent d'eux-mêmes, comprendre rapidement et apprendre véritablement, ce qui valide empiriquement l'opposition de Charlot entre savoir comme activité et information produit. Mais cette tension est socialement différenciée. L'usage se différencie en amont de la technologie. D'abord, le capital social. Les IA, les prompts circulent par des bouches à oreille. Ensuite, la fracture du second degré de Bourdieu, où accès égal, c'est le capital culturel qui décide. L'étudiant, au capital limité, se voit différencier radicalement des usages. À cela s'ajoute une fracture contextuelle. Les données de l'IA viennent du normal. La réalité, mes enquêtés en Haïti, c'est forcément contextuel. L'IA livre des analyses qui ignorent les nuances locales. En droit, par exemple, elle confond la jurisprudence française et le droit haïtien. Elle impose un regard extérieur exigeant un effort constant de réancrage culturel. Les formations instantanées imposent donc un regard exigeant et un effort constant de réancrage culturel. Scène permet de saisir tout cela dans un modèle. En haut de l'entonnoir, la ressource, l'accès à l'IA, d'une démocratisation universelle. Puis les filtres, l'électricité, les réseaux, le mur du premium, les prompts payants, le coût des données, la domination de l'anglais ou du français sur le créole, au but seulement, les capacités réelles d'apprendre, très en deçà de la ressource affichée. D'où la révision centrale de ce travail. La formule est la suivante. Capital social plus capital culturel multiplié par l'accès à l'IA égale capacité réelle d'apprendre. L'IA est un multiplicateur, non une addition. Si le capital de départ est proche de zéro, elle n'a presque aucun effet. Loin de niveler les écarts, elle cristallise et amplifie les inégalités du système universitaire haïtien. Mon hypothèse est corroborée. L'attention, alliée, substitue, structure l'expérience étudiante et oscillation entre autonomie et dépendance et est la structure même. Le savoir demeure une épreuve humaine. Une minute. L'articulation se joue moins dans le code de la machine, dans le code de la machine, dans les conditions sociales du sujet. En Haïti comme ailleurs, le potentiel émancipateur de l'IA reste suspendu à des facteurs conversion rarement réunis. Le développement social ne s'emportera pas par un algorithme. Ces résultats appellent à des recommandations à 3 niveaux. Au niveau universitaire et aux enseignants, sortir l'IA du tabou. Pas une politique d'usage clair et une formulation du prompting, partant d'une politique d'usage clair et une formation au prompting de initié et exclu. Les étudiants cultivaient une posture critique et réflexe de réancrage des contenus dans la réalité haïtienne et au pouvoir public et partenaires agir sur les facteurs de conversion, connectivité, électricité, accès aux versions performantes et réduction. L'objectif commun est la démocratisation annoncée du savoir ne devienne pas un vecteur de nouvelles fractures. Merci de votre attention et je vous remercie, chers membres du jury et mon encadreur, Louis-Jolès Lafortune. Je remercie également l'Institut universitaire des sciences et les personnes qui ont contribué à ce travail. Merci, Élie, merci. Alors, merci pour ton exposé. Tu dois aller, voilà. Merci pour ton exposé, merci pour ton expression, merci pour tes références bibliographiques. Hein, un sujet particulièrement, je devrais dire, vaste programme. Hein, tu as voulu
traiter d'un vaste programme d'actualité, je devrais dire d'actualité, mais aussi d'avenir. Parce que si on considère que l'actualité, ce sera aussi l'avenir dans ce domaine, alors vaste programme vraiment. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au docteur Providence, qui est le rapporteur de ton travail. Merci, Monsieur le Président, pour ce travail. Je félicite mon collègue et je le remercie également pour sa collaboration et l'encadrement de notre étudiant. Je félicite Élie pour son travail. Et c'est vrai qu'il parle de l'IA et en lisant son travail, ça m'a fait un petit déclic. Je demanderai à Élie de nous dire quel est le pourcentage, en tout cas, de son travail qu'il a pu faire à partir de l'IA. Hein? Élie, est-ce que tu peux répondre à cette première question? J'ai l'impression que tu as utilisé l'IA toi-même pour réaliser ce travail. Vrai ou pas? Tu as la parole. Élie, tu as la parole. Oui. Alors, j'ai bien mis dans ma posture, dans la réflexivité de mon travail, j'ai expliqué concrètement comment j'ai utilisé l'IA dans ce travail. Bon. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas totalement sur une certaine... Non, j'ai pas utilisé... Attends. J'ai pas utilisé l'IA pour produire, mais j'ai plutôt utilisé l'IA, par exemple, pour retranscrire les vidéos. J'ai utilisé Notebook et pour retranscrire mes scripts, etc. Mais j'ai pas laissé l'IA et diriger mes travaux. C'est là le bémol. Bon. OK, bon. Alors, je vais faire des remarques sur la forme et sur le fond. Et je commencerai. Okay. Élie, tu as bien reçu le canevas de l'IUS. Tu as bien vu qu'il y a une manière de faire les références, par exemple. Oui. Bon, alors, ce n'est pas le cas. Hein. Dans ton travail, il y a beaucoup de légèreté. Hein. Je t'invite à revoir cette partie-là à fond, vraiment. Parce que non seulement il y a un problème de ponctuation, mais les références, ça ne tient pas la route non plus, puisque pourtant j'ai montré comment on fait depuis Word. J'ai montré comment on fait, parce que par exemple, tu t'amuses à faire un double parenthèse, ce qui est inacceptable, et tu mets entre parenthèses plusieurs, hein, dans ces parenthèses-là, plusieurs références. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et je t'invite à retourner dans les éléments, notamment le cours que j'ai moi-même animé, pour voir comment on peut utiliser Word et générer automatiquement, non seulement faire les citations, mais générer la bibliographie automatique. Je t'invite aussi à faire attention. Quand on fait une citation, il y a des citations directes et indirectes. Ce n'est pas la même façon qu'on fait ça. Or, dans ton texte, tu n'as vraiment pas pris en compte. Certaines fois, tu fais des citations directes. Il n'y a pas de référence exacte à la page là où tu as été puisé tes informations. Et je te demande de revoir en profondeur cet aspect-là parce que sinon, ça dérange. Bon, alors, déjà dans ta page de couverture, et on comprend, j'ai l'impression que tu as vécu en République dominicaine pendant un certain temps, oui ou non? Non. Bon, en tout cas, et tu as un sérieux, il faut soigner la langue dans ce cas-là, parce qu'il y a pas mal d'erreurs, hein? Il y a pas mal d'erreurs de langage, ok? Des fois, tu oublies en tout cas, il y a des fautes d'orthographe, de syntaxe aussi dans ton travail. Hein? C'est pour ça que j'accepte un peu plus l'idée que tu as en partie utilisé l'IA.
autre élément, on a bien indiqué comment on fait les numéros de page, comment on numérote les pages. On a indiqué Oui. là où ça doit passer, être placé. On a Oui. dit qu'à partir de l'introduction, on commence avec un chiffre arabe. D'accord? Ce que tu n'as pas fait. Je t'invite à, encore une fois, reprendre ton travail d'un point de vue du canevas de lire. C'est très, très important. Bon, donc ça veut dire qu'il y a une relecture à faire, une relecture finale attentive pour vraiment corriger, rendre le travail irréfutable sur le plan de la langue. Si on regarde bien toujours sur la forme, si on prend la conclusion maintenant, c'est vrai qu'elle est riche, ok, mais ce serait bien de ne pas répéter plein de choses, mais de présenter plus nettement que 3 ou 4 résultats majeurs, hein, vraiment de manière synthétique, pour vraiment renforcer cette conclusion et permettre à ce que les perspectives de recherche puissent déjà, à partir de ces résultats-là, puissent être annoncées. Dans ton travail, toujours sur le plan de la forme, il y a des tableaux qui sont utiles. Mais bon, tu as mis des éléments en annexe aussi sur le plan méthodologique, les outils, etc. que tu as utilisés. Par contre, il faut, au niveau de la bibliographie, comme on l'a déjà annoncé pour les citations, il faut vraiment bien y harmoniser. Hein? Il y a une norme à l'IS et c'est valable pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est à part. Hein? Donc, je t'invite à faire attention aux règles de présentation, à vérifier dans tes citations qu'il n'y ait pas d'erreur. Hein? Donc, de mettre vraiment des textes, pas d'erreur dans les titres, pas d'erreur dans les noms d'auteurs, etc., etc. Donc, vraiment, il y a ce travail à faire sur le plan de la forme. Maintenant, voyons le fond de ton travail. Ton sujet est très pertinent, donc c'est même un sujet pionnier, le président l'a dit, hein, dans le contexte jacmédien. Donc, on a apprécié le fait que tu as bien cadré d'une certaine manière ta préoccupation, ta problématique. Mais cependant, il y a quelque chose qui manque, hein, un peu, puisque quand on ne met pas de date, ça veut dire qu'on se réfère à l'instant présent, hein, quand on ne met pas de période. Mais dans ton cas, dans ton travail, il me semble que ce serait très utile de préciser, hein, une période. Hein, ce serait bien de préciser une période, hein, parce que étudiant, il faut voir, hein, tu te réfères à quelle période. Pourquoi? Parce que la collecte de données, d'accord, va aussi prendre tout son sens. D'accord? Quand tu as bien identifié une période exacte. Aussi, il faut montrer les critères, annoncer les critères de sélection des participants, hein, d'inclusion ou d'exclusion. Parce que je suppose que tu parles d'IA et tous les étudiants n'utilisent pas forcément l'IA. Donc, il y a des critères d'exclusion dans ce cas-là. Donc, il faut préciser, en tout cas, les critères d'inclusion ou d'exclusion, parce que tous les étudiants n'ont pas forcément, non seulement la période, mais tous les étudiants ne sont pas forcément concernés par l'IA. S'il s'agit d'étudiants d'un établissement donné ou étudiants de Jacmel, etc., il faut montrer, tout à l'heure on verra ça dans la manière de choisir ton échantillon, il faut toujours justifier, on est dans la justification
On ne fait rien au hasard. D'ailleurs, Bachelard disait, il faut toujours démontrer les choses. D'accord? Donc, voilà. Donc, on verra plus en détail tout à l'heure cette histoire de méthodologie, les éléments qu'il fallait préciser davantage. Bon, pour ton cadre conceptuel ou la revue des écrits, je trouve que tu as fait un travail intéressant. Tu as même ajouté un petit tableau très intéressant de synthèse qui reprend l'essentiel des notions et le lien entre ces dernières. Mais toutefois, il faut vérifier encore une fois tes références. À mon sens, il y a des références incomplètes. Donc, même quand on va utiliser Word, par exemple, pour générer automatiquement, faire les citations et générer automatiquement la bibliographie, si on ne met pas les informations qu'il faut là où il faut les mettre, eh bien, ça va créer beaucoup de problèmes. Donc, voilà pourquoi je t'invite à revoir, parce qu'il y a des références, il me semble, incomplètes. Et puis, sur Haïti maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas ce sujet-là n'a pas été traité directement, mais quand on prend les technologies de l'information et de la communication, il y a pas mal de travaux sur que ce soit en éducation, que ce soit dans le domaine sanitaire, etc., en Haïti, sur Haïti. Donc, je t'invite aussi, comme les autres, à faire attention parce que la littérature existe, d'autant plus une bonne partie de cette littérature est des collègues, ou du moins des 4 revues de l'IUS, puisqu'il y en a 4, particulièrement la revue dirigée par le docteur Fred Selimène sur mathématiques, système énergétique et TIC. Il y a pas mal de textes depuis 2025 qui sont disponibles, etc. Donc, il faut exploiter ça, d'autant plus que personnellement, j'ai publié un ouvrage dans les presses de l'Université des Antilles sur le numérique dans la Caraïbe francophone, Haïti, Guadeloupe, Guyane. Donc, je trouve qu'il faut faire un effort pour bien utiliser la littérature caribéenne, la littérature haïtienne existe. Je ne dis pas que les références au niveau international ne correspondent pas, mais je t'invite aussi à faire attention parce que ça existe, cette histoire qu'on est seul au monde, on est le premier, etc. C'est faux, archi faux dans ce domaine, c'est archi faux. On peut être le premier à analyser un cas, mais au niveau de ce thème-là, TIC, tu ne peux pas être le premier, attention. OK? Autre élément, sur le plan méthodologique, je t'invite, certes, on accepte cette démarche qualitative et compréhensive, on est d'accord, OK. Bon, pour un mémoire de licence, les entretiens semi-directifs 12 et 2 groupes de discussion, etc. Bon, on peut comprendre puisqu'il s'agit d'un mémoire de licence, comme je l'ai dit. Mais il faut préciser toutefois comment les participants ont été recrutés. Comment toi tu as fait pour recruter les participants? Et si bizarrement tous les participants sont d'un établissement, à ce moment-là, il faut préciser le sujet. Parce que quand on dit Jacmel, à Jacmel, il y a plusieurs universités, d'accord? On ne peut pas dire que, voilà, quoi, on mélange tout, non. D'autant plus que tu as un échantillon limité, très limité. Donc, je me demande d'abord quels sont les critères, clairement, pour sélectionner les participants, d'accord? Comment est-ce que
tu as possédé, bon, tu l'as dit tout à l'heure quand j'ai posé la première question, mais dans le texte, il faut que ça soit plus clair et justifié pour transcrire, hein, retranscrire les données, les informations, les coder, hein, et valider. C'est déjà dans le texte. Pendant que tu vas développer la méthodologie, tu dois préciser ces éléments-là. Tu dois les annoncer. D'accord? Ce n'est pas une réponse après au moment de la soutenance. D'ailleurs, toutes les questions qu'on pose ici, c'est pour t'aider à renforcer le travail et améliorer ton travail. Il faut nous dire, par exemple, à ce moment-là, comment la saturation ou la suffisance du corpus, d'accord, que tu as mis en place, comment ce corpus-là a été, alors, cette saturation-là ou cette suffisance-là a été appréciée. Hein? C'est vraiment, quand on fait la méthodologie, le lecteur, il doit avoir toutes les informations utiles pour comprendre d'abord ce que tu avais à traiter, quelles sont les mesures que tu as arrêté, tu avais arrêté pour c'est-à-dire l'outil technique, etc., pour collecter, puis analyser et interpréter les données. Donc, c'est ça la méthodologie. C'est pour ça que j'avais donné une définition très simple de la méthodologie qui n'est autre que c'est l'ensemble des outils et des techniques utilisées pour réaliser le travail. Donc, il y a technique de collecte, technique de sélection d'échantillons, technique d'analyse de données. Donc, il faut présenter tout ce qu'on a mobilisé pour pouvoir réaliser le travail. Donc, je t'invite à préciser ces éléments-là et avant tout dépôt final de ton travail. Au niveau de l'analyse des données, je pense que c'est bien structuré. Hein, j'ai bien aimé que ce soit les usages stabilisés, les trajectoires d'appropriation. Je trouve que tu as fait un travail appréciable. Mais tu aurais pu faire mieux, hein, en intégrant davantage quelques extraits, hein, venant des courts extraits, hein, venant du terrain, d'accord, ce que les uns et les autres ont raconté, et mieux, comment on peut dire ça, ce qui pourrait aider à mieux identifier tes résultats. Parce que les résultats, en réalité, découlent de ce que tu avais trouvé sur le terrain. Hein? Donc, tu as fait des entretiens, tu as annoncé, tu as fait des focus group, donc tu as certainement des témoignages assez intéressants et même des données thématiques croisées que tu pourrais utiliser pour véritablement renforcer ton argumentaire. Et puis, concernant les apports de ton travail, on voit bien que c'est un travail assez intéressant, même si la mauvaise tendance est de croire que toute réponse de l'IA est forcément intelligente. Hein? Or, c'est pas forcément vrai. D'accord? Je t'inviterai à être vraiment un peu modeste, hein, comme les autres, hein, parce que les étudiants, surtout quand on fait une recherche, c'est des perspectives de recherche qui nous intéressent. Pas tant de faire des recommandations à qui que ce soit. Mais quand on doit le faire, hein, il faut que ces recommandations-là soient opérationnelles. C'est-à-dire, quand on fait des recommandations, il faut que les acteurs soient bien identifiés, les étapes, les outils, les institutions concernées, etc.,
pour véritablement faciliter la mise en place des recommandations ou la mise en œuvre de ces recommandations. Voilà en gros mes remarques à la fois sur le fond et sur la forme. Je vais poser pas beaucoup de questions, on va dire 3 petites questions. La première, c'est que dans le travail, l'étudiant parle de l'IA générative comme un allié ou encore comme un substitut, d'accord? Et dans le rapport au savoir. Bon, la question, c'est à partir de tes données de terrain, peux-tu expliquer précisément ce qui distingue à partir de tes données de terrain, peux-tu expliquer précisément ce qui distingue ces deux figures et donner des exemples concrets pour chacune. IA générative comme un allié, IA générative comme un substitut. Deuxième question, j'espère que c'est clair. Je peux continuer. Tu as noté, j'espère? Oui, je suis en train de noter. Bon, je peux passer à la deuxième question. Tu as fini, non? Ça va? Oui, oui. D'accord. La deuxième question. Dans tes recherches, alors, en tout cas, tu as un échantillon limité, 12 entretiens et 2 groupes de discussion ou de focus. Tu as fait 2 focus. Bon. Alors, pourquoi avoir choisi une démarche qualitative plutôt qu'un questionnaire quantitatif? Et quelles sont les limites de ce choix? Parce que je vois que tu as tendance à parler de Jacmel, des étudiants de Jacmel. D'accord? C'est-à-dire tu tends vers une généralisation. D'accord? Tu as compris la deuxième question, c'est bon? Oui, oui, j'ai compris. D'accord. La troisième question maintenant pour terminer. Tu as dit que l'IA générative peut cristalliser les inégalités existantes plutôt que de les réduire. Est-ce que tu peux nous dire, à partir de ton enquête, ce que tu as, les principaux facteurs de conversion qui empêchent les étudiants haïtiens à transformer l'accès à l'IA en véritable capacité d'apprendre? Je reprends la question. Dans ton travail, tu parles des inégalités existantes qui, voilà, l'IA va renforcer ces inégalités existantes. Donc, dis-nous, à partir de ton enquête, les principaux facteurs de conversion qui empêchent les étudiants haïtiens, d'accord, de transformer l'accès à l'IA en véritable capacité d'apprendre. Voilà, Monsieur le Président, je pense qu'il a noté. Je m'arrête là et j'attends sa réponse ou ses réponses. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, sans plus attendre, Élie, tu réponds, fais des réponses brèves, mais claires, puisque le temps nous fait la guerre. Vas-y, tu as la parole. OK. Alors, pour répondre à la première question et sur la question de substitut et de l'allié, alors pour répondre simplement à cette question, je pourrais dire que on parle de l'allié quand l'IA n'empêche pas à l'étudiant d'apprendre. Au contraire, l'IA l'étudiant utilise cet outil de préférence pour compléter son apprentissage. Par exemple, si un professeur est en train de
présente un cours, soit il a quelque chose qu'il n'a pas compris. Après avoir fini de lire, de faire le premier travail, il utilise l'IA pour continuer à approfondir, pour compléter les informations déjà acquises ou quelque chose qu'il a peut-être mal compris, qu'il essaie de mieux maîtriser. Et de cette façon, je pourrais parler de l'IA comme un allié, mais on parle de l'IA comme un substitut quand ça empêche à l'étudiant d'apprendre directement. Par exemple, si un professeur donne un devoir, au lieu que l'étudiant se met au travail pour aller lire les livres et rencontrer ou préparer son travail, au contraire, il fait juste un prompt, il écrit ce qu'il a à écrire et remet le devoir complètement sans avoir saisi l'entièreté de l'information. C'est ce que on pourrait parler du point de vue de Charlot, comme je l'ai expliqué dans mon travail. Apprendre, ce n'est pas juste donner l'information, mais c'est ancrer, c'est travailler au fur et à mesure jusqu'à ce que ça rentre dans la tête, c'est avoir les différentes perspectives, c'est tout un cheminement identitaire, social et épistémique. Et donc, de ce fait, je peux dire que ça nous montre que quand l'IA est un allié et est un substitut. Donc, ça, c'est pour répondre à la première question. Pour répondre à la deuxième question, pourquoi j'ai plutôt utilisé une méthode qualitative au lieu d'une méthode quantitative. Alors, le but de mon travail, ce n'était pas de voir quelle quantité d'étudiants utilisent l'IA ou de voir exactement comme j'ai lu beaucoup de recherches dont j'ai mentionné dans mon travail. Le but, c'était pas ça. Mon but personnellement, c'était de comprendre comment, quand les étudiants utilisent l'IA, comment ils se voient, comment ils se projettent dans l'IA pour faire simple. Et avec l'IA, comment ils voient leur développement propre et comment ils peuvent se développer personnellement avec l'IA. Donc, une recherche quantitative, voyant, etc., combien de gens utilisent l'IA ou quels sont les types d'IA qu'on utilise, c'est plutôt, OK, vous avez demandé la parole. Élie, il ne faut pas dire les étudiants, il faut dire quand ces étudiants, tu as interrogé. Et dans ton texte, tu as tendance à parler des étudiants de à généraliser. Okay. C'est pour ça le sens de ma question. Chaque question, c'est pas pour vraiment te coincer, c'est pour te faire comprendre. Il y a des éléments à améliorer dans ton texte, à préciser dans ton texte. D'accord? Ok, je suis d'accord. Et donc, j'ai fait mention de cela également dans mon texte. Et après, pour continuer, vous avez parlé de comment l'IA produit exactement, quelles sont les capacités qui empêchent le développement de l'IA. Donc, si on prend amplement cette question, et comme vous l'avez posée, je pense que tout à l'heure dans mon intervention, j'ai bien fait mention de cela. Si on prend la logique de l'entonnoir, l'IA, on vend l'IA souvent comme une sorte d'outil de démocratisation du savoir, etc. Mais en Haïti, par exemple, nous avons beaucoup de contraintes structurelles et nous n'avons pas des connexions Internet, nous avons Tu as un souci. Élie, on dirait que tu as un souci. Non, pas tu l'entends, Christophe? De connexion Internet. Et il a plus de connexion. Ouais. C'est peut-être une illustration parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est l'IA qui a coupé sa connexion. Vous pouvez qu'il a raison. Bon, ben, Élie, si tu nous entends, essaie de résoudre ce problème. Toi, te reconnecter, il faut que quelqu'un est près de lui, on peut lui dire que ça ne passe pas du tout. Mais je trouve qu'il s'est bien défendu. Oui.
même s'il y a des choses à préciser, il doit vraiment faire attention à ne pas, en tout cas, généraliser, pas généraliser. trop rapidement. Parce que là, même la méthodologie doit être précisée avec la plus grande rigueur pour éviter toute accusation. Parce que s'il a 12 étudiants, peut-être il a intérêt à voir si les 12 étudiants viennent de 2 établissements ou d'un établissement. À ce moment-là, il faut dire à tel endroit, et pas des étudiants de Jacmel. Vraiment, parce que je suppose que, et puis il y a les domaines, c'est vrai qu'il a un tableau dans lequel il présente ces étudiants-là. Alors, leur niveau, mais il ne donne pas d'éléments sur l'éventuelle provenance de ces étudiants. Voilà, bon, jusqu'à présent, bon, en tout cas, le président, je ne sais pas, mais il n'est toujours pas connecté. C'est pas reconnecté, visiblement. Alors, en attendant, parce que il y a le temps qui nous fait une sérieuse guerre, mais comme c'est enregistré, l'étudiant pourra m'entendre. Je trouve son travail intéressant et il a pris connaissance d'un certain nombre de références théoriques pour cadrer son sujet. Je trouve que c'est un étudiant qui a soigné aussi sa présentation orale et qui s'exprime correctement. Je pense qu'il a été motivé par son propre sujet. C'est ce que je retiens de son travail, de son oral et de son écrit. Alors, maintenant, il fait des erreurs comme font beaucoup de nos étudiants. La tendance à dire, puisque j'ai vu 10 personnes, c'est le cas de tout le monde. 10 personnes mettent un pantalon noir, donc les gens de Jacmel mettent des pantalons noirs. Non, c'est une tendance qui n'est pas vraie pour lui seulement. C'est souvent chez les étudiants qui ont fait des enquêtes. Alors, on va écouter Elie. Excuse-moi, tu reprends la parole rapidement parce que j'allais donner la parole à ton directeur de mémoire rapidement, mais rapidement termine avec les réponses. Rapidement. C'était du côté des capacités. Alors, je disais que, bon, comme vous le voyez, si on a accès, si on n'a pas... On disait justement la même chose qu'avec la connexion Internet. C'est exactement ce qu'on disait à l'instant. Bon. Dans cette technologie, il y a comme il y a... Oui, Elie, qu'est-ce qui te parle? Coupe ta caméra. C'est l'ordinateur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Coupe ta caméra et reste... peut-être ça va mieux. Vas-y, allez, vas-y vite. Oui. Alors, je disais que... Vous m'entendez? Oui, oui. OK. Alors, je disais que, comme je l'ai mentionné avec Bourdieu, et il y a le capital culturel qui emporte également avec l'IA. Par exemple, si avec l'IA, pour avoir de bonnes réponses, l'IA ne comprend pas très bien le créole, par exemple, à cause des données qui ne sont pas promptées en créole. Donc, si on parle l'anglais, on parle le français, on va avoir de meilleures réponses, on aura le meilleur résultat. Si on a un capital social, des personnes qui utilisent l'IA, qui peuvent nous référencer de meilleurs IA, donc on a de plus en plus de potentialité de pouvoir se développer. Et donc, dans cette thématique, je peux dire que si on parle de capacité, et c'est ça. Tu as répondu à toutes les questions du docteur Providence? Oui. Docteur Providence, je peux passer la parole au directeur de mémoire. Merci, docteur Providence. Joalens, tu as la parole. Merci beaucoup, Président. Je tiens à féliciter Elie pour son attachement à la culture de la recherche. Elie, c'est quelqu'un qui est très motivé. Il aime
tout ce qui est numérique, tout ce qui est intelligence artificielle. C'est d'ailleurs par rapport à cette thématique que j'ai accepté de l'encadrer, de l'accompagner, parce que ça fait partie aussi de ma thématique de prédilection au niveau du numérique. Il y avait toujours un combat entre le temps où il devait travailler et la qualité de son travail. Ce qui arrive là aujourd'hui encore. Donc, Élie, première remarque, donc, tu dois prendre le temps de réécouter l'enregistrement pour pouvoir appliquer les conseils. Au moins, finalement, tu vas appliquer les conseils, Élie. Est-ce que c'est clair? Tu m'entends, Élie? Oui, oui, monsieur. OK. Maintenant, la question que je voudrais te poser, Élie, pour terminer, je sais que tu es très attaché à l'IA générative. Avant ton travail, tu avais l'habitude d'utiliser l'IA générative. Maintenant, avec ton travail, ce qui doit te donner une posture critique pour t'écarter des sentiments et des habitudes d'utiliser l'IA, de manière à décomposer cette utilisation dans le sens d'apprendre. D'ailleurs, tu as parlé de prompt, concevoir un prompt, formuler un prompt et analyser les résultats par rapport au prompt. Tout ça fait partie du processus de l'apprentissage. Ma question est, quand tu prends tes expériences avant, ça veut dire avant la rédaction de ce travail, de cette recherche, et quand tu mets en ajout les expériences que tu viens de faire le long de ta recherche, qu'est-ce que tu retiens de l'IA dans le sens d'apprendre? Est-ce que tu comprends bien ma question? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, monsieur. OK. Vous avez parlé d'un sujet que vous aimez. Vous avez parlé de quelque chose que vous pratiquez chaque jour. Sauf qu'avant, ce n'était peut-être pas une posture scientifique, mais avec cette recherche, vous êtes mieux capable d'expliquer l'utilisation de l'IA. Et surtout que vous dites que vous parlez de l'IA, le sens de l'apprendre. Maintenant, entre les expériences antérieures et les expériences acquises tout le long de la rédaction de votre travail de recherche, qu'est-ce que vous avez retenu? C'est plus clair la question? OK. Qu'est-ce que j'ai retenu du point de vue personnel ou du point de vue personnel, global? bien sûr. Entre l'usage d'avant et l'usage après cette recherche. OK. Alors, merci pour la question. Je pourrais dire que... souvent parce que les étudiants ont tendance à être dépendants de l'IA. Or, l'idée, c'est surtout cela que je veux que vous répondiez là, dans cette direction. Au lieu d'utiliser l'IA, souvent c'est l'IA qui utilise les étudiants. C'est ça l'orientation de ma question. Oui. Alors, Élie, tu as moins d'une minute parce qu'on a déjà dépassé notre temps. Donc, vas-y, tu réponds là. OK. Alors, pour répondre simplement, je pourrais dire que, et comme vous l'avez fait mention, l'IA, en analysant l'allié et le substitut, je pourrais dire que moi, dans mon expérience personnelle, j'ai appris à mieux comprendre exactement l'IA. J'ai appris à mieux voir les regards et les failles que possède l'IA. Par exemple, et comme nous l'avons vu, un étudiant m'a mentionné et que l'IA dans la notion du droit, etc. Donc, j'ai pu comprendre que l'IA est basée sur des données et l'IA, c'est difficilement ancrable si on n'a pas une posture réflexive ou une posture critique. Alors, en utilisant l'IA maintenant, je suis beaucoup plus critique, je vérifie mieux les informations après avoir reçu une réponse de l'IA. Je vais vérifier personnellement si exactement c'est ça ou est-ce que j'allais penser comme ça exactement. Je ne prends pas pour acquis les réponses de l'IA. J'aide à réfléchir. Par exemple, si je pense quelque chose, je peux poser la question à l'IA, l'IA me répond et je lui dis de prendre une position contraire pour voir exactement est-ce que j'ai bien saisi, est-ce que j'ai bien compris et tout et tout. Parfois, j'essaie même de corriger et de combattre avec l'IA. Donc, c'est comme ça que je pense que c'est ça. J'apprends beaucoup mieux et de cette façon en discutant beaucoup avec l'IA. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est bon. Mais- Réponse à la question. Parfait pour le docteur Providence, ça va de ton côté. Très bien. Alors, dernier mot aux membres du jury, Elie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter rapidement? Alors, je tiens à remercier tous les membres du jury et je tiens à remercier personnellement mon encadreur, Louis Joalens Lafortune, et M. Christophe Providence. Merci pour ces remarques, même si je pense qu'il y a des choses que je trouve que j'ai déjà fait et peut-être qu'il y a une lecture rapide du travail, mais je pense que je vais regarder et revérifier et personnellement toutes les informations parce qu'il y a beaucoup de mentions que vous m'avez faites et que mon encadreur m'avait déjà fait et j'ai mis dans le travail, mais malheureusement, peut-être que je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, merci beaucoup et je tiens à remercier tout le monde qui était présent et vous, les membres du jury. Merci. Merci, Elie, et puis bonne continuation dans tes études, dans ton travail. J'ai bien aimé ta posture et ton travail, et j'espère que tu as du matériau pour poursuivre. Bon, Merci beaucoup. voilà, je demande à l'administration d'arrêter l'enregistrement et je passe immédiatement la parole à mon collègue.